Je vous rappelle le thème de la table ronde, hein, c'est l'idée que le bouc émissaire est une victime expiatoire, humaine ou pas, qui est choisie pour endosser une responsabilité ou une faute pour laquelle elle est pourtant innocente. Cette figure existe sous de multiples formes dans nos sociétés, et dans sa nouvelle « Ceux qui partent d'Homélas », Ursula Le Guin pose subtilement la question « La paix nécessite-t-elle par essence qu'on lui sacrifie un individu ?» Donc tel est le descriptif de la table ronde, et donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour en parler Bleuen Guillou, qui a fait un master en histoire romaine avant de se tourner vers l'édition, et elle dirige notamment la collection Naos chez Mnemos, et elle est spécialisée dans l'imaginaire young adult. Elle a publié Le Tribut des dieux chez Hachette Roman, et elle passe chez les super-héros avec Le futur ne sera pas chez Slalom, et à la fantasy avec Conjuration chez Mnemos. Jeanne Debat, qui est Jeanne Debatz, qui est autrice qui est autrice aussi bien en adulte qu'en jeunesse, qui a reçu de nombreux prix. Avec notamment le Grand Prix de l'Imaginaire, le prix Julia Verlanger, Bob Moran, Sésame et le prix européen jeunesse des Pays de la Loire. Elle est également enseignante et elle a été déléguée artistique des Utopiales de 2016 à 2023. Enfin, Michael Roch, qui est aujourd'hui connu et reconnu comme un auteur important de la littérature française, en particulier pour l'afrofuturisme francophone, et avec son roman Terre Marron, qui est paru à La Volte en 2022, et également son tout dernier roman, voilà, L'Enville emmêlée, qui est sorti là en octobre, voilà, je viens de la voir, à La Volte. Donc on va parler toutes ensemble, du bouc émissaire. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, donc c'est une question à tous les trois, pour qu'on rentre petit à petit dans le sujet, c'est comment tout simplement vous définissez un bouc émissaire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Est-ce que vous comprenez le concept d'une certaine manière ou d'une autre ? Par exemple, est-ce que vous y voyez une dimension symbolique, rituelle, politique, psychologique, collective ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ah, vas-y. Alors moi, tout de suite, quand on me dit bouc émissaire, je vois la grosse bête poilue avec ses jolies cornes, plein de roses sur les cornes, et on l'envoie se perdre dans le désert et mourir chargé des péchés de la société. Ça, c'est la première image qui me vient parce que je suis prof de lettres classiques et que la mythologie, elle est à la base de ma formation. Après, sinon, j'ai des tas d'exemples qui me viennent de Twitter, si vous voulez. Hein ? Là, en ce moment, le bouc émissaire, ça va, hein, entre les fonctionnaires, les Arabes, les Juifs. Qui c'est qui me manque là ? Il me manque des gens. Les filles voilées. Ça, c'est des très très bons boucs émissaires. Les personnes trans, pardon. Ma fille va me tuer. Bref. Si vous voulez, là voilà, ça m'évoque juste après, j'ai ça. Voilà. Moi, ça m'évoque la cour de récré. Et puis de la personne qui va être, c'est quoi le terme en français, bully par les autres, harcelé. Oui, ça évoque tout à fait ça. On retrouve ça aussi dans la nouvelle d'Ursula. Tous contre un petit, quoi, ou une petite. Ouais, moi aussi, c'est ma première pensée. Et la suivante, c'est la nécessité d'un bouc émissaire. Est-ce qu'il y a forcément un bouc émissaire ? Parce qu'on a l'impression qu'on retrouve ça partout, tout le temps, à toutes les époques, dans toutes les sociétés. Et donc, voilà, moi, je me demande toujours pourquoi et pourquoi tout le temps ? Alors, pas toutes. Juste les sociétés occidentales marquées par un imaginaire judéo-chrétien.
Voilà, déjà. Enfin, il y en a d'autres, mais pas absolument toutes. La stratégie du bouc émissaire, il y a le sacrifice de l'individu à la collectivité qu'on retrouve dans les pays asiatiques, par exemple, dans les mythologies asiatiques. Alors, je dis les comme ça en vrac, hein, mais c'est pas obligé. Je veux dire, c'est pas un passage obligé d'une bonne histoire. Alors que chez nous, c'est moins évident. Hein, de toute façon, on commence par le Christ qui s'est sacrifié pour nous. Amen. Enfin, je suis désolée de vous dire que je ne le pense pas. Mais en tout cas, ça a marqué l'imaginaire occidental. Et voilà, mais il faut quand même moduler, ça n'est pas un imaginaire global. On peut pas dire ça. Faut qu'on arrête de coloniser l'esprit du monde. Ouais, très bien, on va sans doute y revenir. Mais avant de peut-être prolonger cette question, donc Bleuhen, quand je préparais cette table ronde et que j'en discutais avec toi, tu me disais que le bouc émissaire, c'était une figure que tu utilisais beaucoup, sans nécessairement t'en rendre compte de manière très directe. Donc voilà, tu pourras préciser ça dès que je te donne la parole. Et je voulais peut-être te demander, donc dans Conjuration, donc il y a la question du sacrifice quand même qui est très présente. Est-ce que sacrifice et bouc émissaire, ça va nécessairement de pair? Et je vais préciser un tout petit peu ma question. C'est que toujours dans ton livre, il y a quand même, je trouve, une vraie tension entre le sacrifice et la puissance, parce que c'est le personnage qui se sacrifie, alors il y en a plusieurs, hein, en tout cas que j'ai repéré, mais par exemple Livia qui est otage, qui est aussi très ambitieuse, donc il y a cette espèce de tension entre voilà, le sacrifice, la puissance, l'utilisation de la magie. Alors je vais pas trop rentrer dans le dévoilage, le fait de dévoiler le livre, mais la magie elle rend puissant, mais on sacrifie aussi quelque chose de soi. Voilà, donc il y a des sacrifices dans Conjuration. Est-ce que c'est nécessairement des boucs émissaires? Et comment tu thématises ce lien entre le sacrifice et la puissance? Alors, c'est ce que je t'avais dit, où en fait, je n'y avais jamais vraiment réfléchi avant que le mot bouc émissaire soit dit pour la table ronde. Et en fait, quand on a commencé à discuter de la table ronde, je me suis rendu compte que effectivement, j'en mettais dans presque tous mes romans. Et notamment probablement parce que je parle beaucoup de sacrifices. Donc dans Le futur ne sera pas, qui parle de super-héros, c'est la balance entre bien commun et bonheur personnel. Donc qu'est-ce que les super-héros notamment doivent être prêts à sacrifier pour le bonheur de la société, puisqu'ils ont des pouvoirs, donc ils ont des responsabilités. Et effectivement, alors dans Conjuration, c'est différent, elle est otage. Donc dans Le futur ne sera pas, le bouc émissaire, c'est une victime d'une prophétie. Donc quelque chose qui la dépasse. Et il y a aussi toujours cette notion de pouvoir totalement. Et j'y avais jamais réfléchi. Et donc là, j'ai trouvé ça intéressant. Effectivement, je pense que je parle beaucoup de pouvoir et de corruption par le pouvoir. Et donc de sacrifice. Mais pas tellement de soi, surtout des autres et de ce qu'on est prêt à sacrifier pour obtenir le pouvoir. Du coup, par exemple, Livia, on peut penser qu'elle est le bouc émissaire parce qu'elle est otage. Mais au final, ce n'est pas elle-même qu'elle sacrifie, c'est les autres. Et du coup, elle se défait de cette position de bouc émissaire en reprenant le pouvoir. Et c'est ce que donc, la super-héroïne, Mila, qui est victime de la prophétie, va faire aussi. Elle va tenter de reprendre le pouvoir et donc de se défaire de ce rôle de bouc émissaire qu'on lui a adossé sans qu'elle n'ait rien demandé. Donc voilà, moi, mes personnages se défont de ce rôle de bouc émissaire pour reprendre le pouvoir, mais toujours à quel prix? Et ça, c'est une question que j'aime beaucoup, le pouvoir à quel prix? Donc quel sacrifice mes personnages, parce que c'est souvent mes personnages qui veulent le pouvoir, et donc qu'est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour obtenir le pouvoir? Donc faire peut-être d'autres boucs émissaires, se défaire de ce rôle pour l'appliquer à d'autres. Et pour continuer sur cette tension peut-être entre le sacrifice et la puissance, Jeanne, pareil, quand on en discutait de la table ronde, tu me disais que l'enfant, donc dans Homme Hélas, bon, je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans Homme Hélas, mais en gros les gens vivent très heureux, mais il y a un mais, il y a un enfant qui est sacrifié, donc qui est enfermé dans une cave, enfin dans un espèce de placard à balai, et il est
pas très bien traité. Il n'est pas torturé ni rien, mais il est pas bien traité. Voilà. Et donc cet enfant, tous les habitantes d'Omelas sont au courant qu'il existe, et il y a ceux qui acceptent parce que en fait c'est la condition pour que tout le monde soit heureux. Et il y en a quelques-uns qui partent. Et donc c'est ceux qui partent d'Omelas dont on ne sait pas grand-chose. Et donc, Jeanne, tu me disais que ceux qui restent à Omelas sont aussi intéressants. Alors oui, il faut bien comprendre qu'il y a une révélation en fait qui est faite aux gens dans la nouvelle. Au départ, ils naissent dans une société parfaite et ils s'aperçoivent que cette société repose sur le sacrifice d'un enfant. Certains supportent la révélation, d'autres pas, et ils s'en vont. Et effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'est... ceux qui partent d'Omelas, ce sont ceux du titre, et ils ne m'intéressent pas parce qu'ils refusent, effectivement, le sacrifice de l'enfant à leur bénéfice. Mais en partant, au lieu de se battre, de rester et de se battre, ce que ne font pas plus ceux qui restent, hein, attention, au lieu de rester et se battre, alors qu'ils sont contre, ils le rendent inutile en partant. En fait, il y a double peine. C'est pour l'enfant, si on regarde ceux qui partent d'Omelas, non seulement ils ne le défendent pas, mais ils rendent son sacrifice inutile. Quant à ceux qui restent, alors on se retrouve dans cette dichotomie. En restant, ils rendent le sacrifice utile, pour eux, certes, à leur bénéfice. Ils pourraient rester là pour le défendre. Et moi, j'en reste là, c'est la tension qu'on retrouve chez Ursula Le Guin. Excusez-moi, je dirais jamais en enfer, never in hell, je dirais Le Guin. Je suis vraiment désolée, je suis de la vieille école. Donc, les jeunes font ce qu'ils veulent, mais moi, je dis Le Guin. Et donc, on est toujours dans cette tension entre quelque chose qu'on pourrait appeler le capitalisme, hein, qui revient, qui est là. Si nous sommes là, si heureux, dans la salle 2001, à nous écouter parler de nos œuvres, la vie d'Ursula Le Guin et le reste, après avoir bu tranquillement avec nos copains, c'est parce qu'il y a peut-être 1 millier d'esclaves qui travaillent pour chacun d'entre nous, quelque part dans le monde. Nous sommes à Omelas, les enfants, il faut le savoir, d'un point de vue réel. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Je m'arrête là parce que j'aime bien jeter le malaise. Voilà. Alors, on va en parler un peu du malaise, sauf si, Michael, tu veux réagir déjà à ce stade, sinon je te pose une question très directe. Eh ben, pose ta question, parce que peut-être ta question va rejoindre ma réponse. Enfin, D'accord. Ou ma réponse va voilà. Tu m'as Très bien, compris. on y va. Donc, oui, Jeanne, tu parlais de malaise, et Omelas, pour moi, c'est une critique, en tout cas dans cette nouvelle, il y a une critique de la part d'Ursula Le Guin de notre difficulté, si ce n'est notre incapacité à formuler, à raconter en fait des utopies. Parce que le moment où elle décrit Omelas, tout se passe bien, ils font la fête, donc c'est la fête de l'été, ils préparent leurs chevaux, enfin ils sont tous très heureux, tout se passe très très bien. Et elle nous dit, vous n'y croyez pas, hein. Et elle est comme ça en train un peu de nous troller, à nous dire, vous y croyez pas, hein. Attendez, je vais vous raconter encore une chose. Et là, elle nous raconte l'enfant. Et à partir du moment où elle nous raconte l'enfant, elle nous dit, now do you believe in them? Donc vous y croyez, hein, maintenant. Donc il y a cette espèce d'interrogation. Enfin, on sent qu'elle nous troll, quoi, qu'elle dit ouais, vous y croyez pas. Et donc pour moi dans ce texte il y a le rapport à l'utopie et à la difficulté peut-être dans nos sociétés occidentales à raconter des utopies. Et donc voilà, question, c'est est-ce qu'il y a une tendance un peu occidentale ou contemporaine à la dystopie, à laquelle, Michael, tu réponds avec ton idée de contre-dystopie que peut-être tu peux développer. Oui, du coup, peut-être commencer même par la vision que j'ai moi-même de la nouvelle d'Ursula. C'est aussi dans l'intitulé de cette table ronde donnée par le programme des Utopiales.
Cette nouvelle décrit la ville d'Omelas comme étant une ville d'utopie, une ville utopique, où tout le monde est en paix. C'est stricto sensu dans l'intitulé de la table ronde, où les gens s'amusent, les gens vont bien, les gens sont heureux, et je suis entièrement pas d'accord avec ce descriptif-là. Parce que quand on lit la nouvelle, ce qui vient dans les grands thèmes, alors oui, c'est des dîners fastueux, c'est des célébrations qui n'en finissent plus, tout le monde est à la fête, mais il y a eu aussi une espèce de sexualité débridée et omniprésente. Il y a cette présence de la drogue aussi. Alors le narrateur ou la narratrice nous dit non, vous inquiétez pas, on peut très bien se passer de la drogue, mais il y a quand même des vapeurs des nuages de drogue qui emplissent les rues. Donc la drogue est omniprésente. Les gens essayent plutôt d'aller se cultiver, d'aller faire dans des expos, de se nourrir d'art, etc., de textes intellectuels. Mais tout ça, tel que je l'ai perçu, c'est une espèce de fuite en avant. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous et toutes qui vivent à Omelas ont vu à l'entrée dans l'adolescence, ou au sortir, je ne sais plus, ont vu cet enfant. Et pour moi, tout ce qu'ils vont entreprendre ensuite, c'est juste se voiler la face au système de domination qui est mis en place pour que l'enfant reste dans cette cave. Et c'est quand même une torture. Tu dis, il n'est pas vraiment torturé, mais rester dans une cave, dans ses excréments, c'est une torture, c'est une torture tout à fait. physique et mentale. Et tout à l'heure, tu parlais du jeu de pouvoir, de sortir de cette posture du bouc émissaire en reprenant le pouvoir et en faisant d'autres des boucs émissaires. Et c'est exactement ça qui perdure dans la dystopie, dans nos dystopies occidentales. C'est ce système de domination, finalement. Ceux qui partent d'Omelas, tout Ponce Pilate qu'ils sont, c'est ton terme. Avant, on a discuté un petit peu, elle l'a pas cité là, mais elle était beaucoup plus virulente juste avant. Si, je peux l'être encore plus. Qu'ils sont, en fait, restent dans cet aveuglement. Ils n'ont pas envie de voir l'enfant, mais ils n'ont pas non plus envie de se battre. Alors, tu as bien fait de le préciser. Tu perçois là, dans ceux qui s'en vont d'Omelas, cette volonté peut-être d'aller chercher d'autres imaginaires. Ça a été le leitmotiv d'Ursula Le Guin. Il a choisi son camp. Il est jeune, c'est son droit. Ça a été son leitmotiv toute sa vie de sortir des fictions capitalistes, de conquête, d'exploration, d'exploitation, d'extermination de l'autre et des territoires des autres, et d'aller chercher autre chose. Mais sa nouvelle ne nous dit pas ce que peut-être cette autre chose. Et peut-être que même elle, pendant très longtemps, a cherché qu'est-ce que ça pouvait être, jusqu'à ce qu'elle théorise, c'est accessible sur Internet, son idée des fictions paniers. Elle se base un petit peu sur une vision anthropologique du temps des chasseurs-cueilleurs, où les chasseurs revenaient de la chasse avec des histoires de chasse au mammouth. Alors ça c'est dans son texte, hein, mais ça n'est pas vrai. Hein, on chassait pas le mammouth. On pouvait pas. C'est pas possible de chasser un éléphant avec une lance et une petite pointe de pierre au bout. Donc ceux qui revenaient avec des récits épiques, en fait, c'était eux qu'on écoutait, et donc du coup, ça a pris le pas dans notre société occidentale, et on a oublié d'écouter les cueilleurs et les cueilleuses qui, en fait, n'avaient quasiment rien d'autre à raconter que, bah tiens, regarde, ma nouvelle recette pour te faire un petit thé sympathique, ça va être ça. Mais la bataille contre le rutabaga, tout de suite, c'est moins fun. C'est moins fun, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est exactement ce qu'elle dit. Et c'est ce qu'elle veut aller chercher. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'essence du hop punk, du récit cosy, de la littérature cosy, où les enjeux sont moins grandiloquents. Le seul truc, effectivement, et c'est là où je te rejoins, Jeanne, c'est que
en réalité, on en oublie à trop vouloir raconter quelque chose de plus gentil. On en oublie que ce système de domination perdure, même si on veut raconter la beauté des fleurs, des papillons, le chant des oiseaux, etc. etc. Et il nous manque ce sens de justice sociale pour l'enfant, de justice écologique, qui sont en réalité ces récits, et là je termine, je conclus, ces récits que j'essaye de mener à travers Thème Marron, à travers l'envie emmêlée, de contre-dystopie, c'est-à-dire de présenter des manières de lutter contre la dystopie qui s'est installée et dans laquelle on s'enfonce de plus en plus, des manières d'en sortir, qui est donc ce mouvement du marronnage, d'en sortir pour aller peut-être vers d'autres utopies. Mais avant ça, voilà, il faut trouver ces chemins de sortie. C'est ça la contre-dystopie. Pour rebondir sur Michael, mais avec son consentement, tel que c'était dit, c'était bizarre, donc je préfère préciser. Le fait est que lorsque ceux qui partent de Melas partent, ils ne peuvent pas fonder une utopie. Parce que, quelle qu'elle soit, elle va être marquée par le péché fondamental de l'enfant dans la cave. Et on se retrouve en fait avec Le Guin dans une impossibilité à penser l'utopie dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a pas de solution dans Melas. Elle ne nous en laisse aucune. Sauf si on considère la situation historique, un tantinet soit peu, comme disait Raymond Queneau au début des Fleurs bleues. C'est-à-dire que, quand même, Ursula Le Guin, elle connaît l'histoire des utopies anarcho-socialistes du XIXe siècle. Elle sait que ces utopies ont fonctionné, bon an, mal an. Je pense à la Cecilia, jusqu'à ce qu'on les bute tous, jusqu'à ce que l'État brésilien les tue. Enfin, plus ou moins. On sait qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu notamment des micro-utopies. Mais alors là, je ne suis pas du tout sur mon terrain historique, Michael. Moi non plus. Non, mais là, je pense aux micro-poches d'histoire d'esclaves. D'accord. Il y a eu les marronnages, effectivement. Il y a les marronnages. Il y a des villes entières de nègres marrons. Oui. Et ça, c'est des formations d'utopie. Ouais. C'est typiquement un début d'utopie, même si ça se casse la gueule parce que les soldats arrivent, les blancs arrivent et tout, souvent. On se retrouve, en fait, dans un regard historique. Elle est possible, l'utopie, à condition de se souvenir de l'histoire. Là, c'est ce que j'écris, moi. Ça. Je suis désolée, je la ramène à ma pomme, mais l'utopie anarcho-scientiste, c'est ma base humaniste. J'y crois vraiment. Il faut juste qu'on n'ait pas d'Elon Musk dans les pieds à ce moment-là. Il faut se méfier des libertariens. En fait, ils pensent qu'à leur pomme, ils ne pensent jamais collectif. Et ce qui empêche l'utopie, c'est les gens qui ne pensent pas collectif. Amen. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans ceux qui partent d'Homélas, elle dit bien, Ursula Le Guin, qu'ils partent seuls. Ponce Pilate. Je me lave les mains et crucifiez-le. Mais est-ce que tu penses, si on revient au bouc émissaire, est-ce que c'est lié à ce concept du bouc émissaire ? Alors, je ne l'affirmerai pas parce que je n'ai pas fait 3 ans d'études sur le sujet. Mon sentiment, c'est que oui, comme ça. Peut-être que je n'aurais pas formulé effectivement l'intitulé de la table ronde comme ça, mais c'est toujours très compliqué. Tu sais, pour avoir pratiqué l'exercice pendant 8 ans, arriver à mettre tout l'éventail dans 4 lignes qui vont apparaître dans un programme, en fait, c'est compliqué. Et puis ça aussi, c'est utopique. On n'y arrive jamais. Donc, oui, on peut très très facilement le ramener, de mon point de vue.
Après, il faut aller plus loin, aller vers l'utopie, aller imaginer d'autres futurs, ce que fait très bien Becky Chambers, ce que fait très bien Michael. Excuse-moi, Bleven, je ne t'ai pas lu. Peut-être, tu le fais. Moi, je ne me hasarde. Non. En fait, j'imagine pas l'utopie, je viens après, quand les flics sont passés et ont tué tout le monde. Et je le regrette, qu'on ait tué tout le monde. Ça, c'est mon style. C'est de montrer qu'on a tué tout le monde. Et qu'il faut arrêter de faire ça. Mais je bâtis pas l'utopie, non. Toujours pas. À 60 ans, c'est foutu, tu sais. C'est pour toi. Ça, c'est comme le Gwyn, c'est pour toi. Alors, une question aussi que je me posais sur qu'on est en train de réfléchir là ensemble, c'est le lien entre bouc émissaire et utopie. Est-ce qu'on peut raconter des utopies à partir d'un bouc émissaire? Est-ce qu'il faut neutraliser cette figure? Est-ce qu'on peut composer avec lui? Vous avez apporté quelques réponses. Michael, tu disais, voilà, c'est pas faire une utopie, mais une contre-dystopie. Donc, il y a un geste. Et l'autre chose aussi que je me demandais, c'est le bouc émissaire, est-ce que c'est un concept qui est fertile pour l'imaginaire au sens où est-ce qu'il ne nous force pas à fabriquer un peu des catégories étanches au sens où il y a lui, le bouc émissaire, versus nous. Dans Homélas, c'est ça aussi, il y a un enfant et il y a les citoyennes d'Homélas. Est-ce que, en fait, c'est jamais le bouc émissaire, c'est jamais un rapport d'individu ou d'une personne à une autre. Si moi je suis pas contente ou que même si je maltraitais quelqu'un, si j'étais toute seule à maltraiter l'enfant, ce serait peut-être pas un bouc émissaire. Donc je me demandais si dans la question du bouc émissaire il n'y a pas nécessairement thématisé ce rapport à l'exclusion et à du groupe versus une personne. Et donc, comment on peut raconter des choses à partir de là, quoi. Oui, pour moi, c'est ça. C'est forcément l'individu contre la collectivité. Et moi, par exemple, mes boucs émissaires, leur objectif, ça va être de ramener une partie de ce collectif de leur côté pour perdre ce statut de bouc émissaire. Donc, parce que si c'est deux collectifs, il n'y a plus de bouc émissaire. Ou en tout cas, ça dépend des rapports de force, mais si les rapports de force sont équilibrés, il n'y a plus de bouc émissaire. Du coup, ça devient deux forces équilibrées qui vont se battre, mais plus d'un bouc émissaire à un autre. Donc voilà, moi, la solution. Mes personnages, en tout cas, décident d'essayer de ramener des gens de leur côté pour ne plus l'être. Donc pour rééquilibrer les forces, en fait, parce qu'un individu contre un collectif, forcément, il sera perdant. Alors, je ne sais pas pourquoi du tout je pense à ça. Peut-être parce que j'ai écouté Michael tout à l'heure qui parlait de Stephen King et de sa passion pour Marche ou crève, c'est ça. Et moi, je pense à Stephen King qui utilise très souvent la figure du groupe d'outcasts, alors notamment dans ça, mais il n'y a pas que dans ça. Très souvent, on a les groupes de jeunes. Ce très joli film là de qui est d'après une nouvelle de King avec des mômes qui se baladent le long d'une voie de chemin de fer. Je sais. Voilà, Stand By Me, merci. Je suis vieille, j'ai le droit d'être gâteuse. Donc, on a toujours des groupes d'outcasts dans les histoires de Stephen King. Il nous présente toujours des boucs émissaires, en fait. C'est ça qui est assez curieux, enfin pratiquement. Le gosse se fait laminer la tronche par tous les collégiens autour, ils finissent dans les poubelles, enfin. Et alors, moi, ce qui me saisit dans les histoires en général américaines sur l'adolescence, c'est qu'on voit ces gamins harcelés, balancés dans les poubelles, que ce soit dans King, mais aussi dans Véronica Mars, enfin, il y a toutes les séries jeunes qui présente le personnage du harcelé. Et il y a zéro adulte qui réagit. Enfin, je veux dire, normalement, tu as ton gamin qui est balancé dans une poubelle, ou des gamins de ton lycée qui sont balancés dans une poubelle quand tu es... alors, je ne dis pas que tous les adultes réagissent en général dans le monde, mais en fait, tu es dans un film dont tu devrais présenter un adulte
qui dit non, c'est pas bien, qui devrait dire la chose. Non, c'est présenté comme un fait normal, comme du genre, ouais, il pleut et on a balancé Thompson dans une poubelle. Ça fait partie des choses normales de la société. Oui, mais il y a aussi ce fait que le monde de l'enfance est un monde imperméable et le monde de l'adulte, en fait, sont antimagnétiques, quoi. Je trouve pas mes mots, je suis désolé. Et du coup, c'est ce qui permet à Stephen King de faire surgir le surnaturel qui n'est pas compris non plus par les adultes. On le voit bien dans ça, où ceux qui sont adultes sont obligés de se reconnecter pour pouvoir à nouveau lutter contre la créature. Et il y en a un qui est tellement... qui ne veut tellement pas y retourner dans ce monde de l'enfance qu'il se suicide d'entrée de jeu, quoi. Oui, mais là, on se retrouve effectivement dans King. Peut-être c'est un truc américain, remarque. On se retrouve dans ce monde qui non seulement a des boucs émissaires, mais refuse d'admettre qu'il en a. Là, pour le coup, dans l'imaginaire américain presque moyen, il y a un bouc émissaire permanent et personne ne quitte Omelas. Peut-être c'est ça qu'elle disait, Le Guin. Parce qu'elle était américaine quand même un peu. Et bon, ça, c'est en vous écoutant le rapport à l'enfant, parce que dans ceux qui partent d'Omelas, c'est aussi un enfant. Michael, tu disais aussi très justement tout à l'heure que quand on montre l'enfant maltraité, on le montre à des enfants, adolescents, enfin ils ont entre 8 et 12 ans, elle dit dans la nouvelle. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose là pour nourrir la discussion qu'on a sur le rapport à l'enfant. Est-ce que dans le bouc émissaire dans Omelas, est-ce que ça aurait pu être un adulte? Si ça en avait été un, est-ce que ça aurait changé des choses? Et peut-être, Bluhan, tu peux aussi intervenir pour nous parler de tes sacrifiés boucs émissaires qui sortent de leur position. C'est quoi leur rapport à l'enfance là-dedans? En fait, je pense, et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que beaucoup d'enfants ou d'adolescents ne se sentent pas vus par les adultes quand ils sont harcelés notamment, même si certains réagissent ou pourraient réagir, il y a quand même ce culte du silence, ne rien dire. Donc je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de boucs émissaires sont des enfants. C'est aussi plus facile. Le bouc émissaire est en général une figure de faiblesse, ou en tout cas de vulnérabilité, et les enfants sont plus faibles que des adultes. Et effectivement, moi, je trouve, et peut-être que c'est aussi pour ça, notamment personnellement, je ne mets pas des adultes là-dedans, c'est que mes boucs émissaires reprennent le contrôle eux-mêmes sans figure extérieure, ce qui n'est pas forcément le mieux. Des adultes devraient effectivement être là, mais concrètement, même encore aujourd'hui, il y a trop d'adultes qui ne sont pas là. Et donc voilà, moi je trouve ça important de reprendre soi-même le contrôle. Alors comment? C'est toujours compliqué, parce que en général, le bouc émissaire a été désigné par tous les autres, et on le sait, hein, pour les mécanismes de harcèlement, il y a très peu de harceleurs actifs, mais la plupart deviennent des harceleurs passifs parce que tout le monde préfère être harceleur que harcelé. Donc tout le monde préfère que le bouc émissaire soit quelqu'un d'autre plutôt que soi. Donc on va participer à ça pour ne pas être soi-même le bouc émissaire. Donc c'est évidemment des questions très compliquées. Alors, ce que je vois dans la réalité, moi je suis prof, donc la question du harcèlement à l'école, elle est cruciale pour nous. Le fait est que les signes sont extrêmement ténus. En classe, Ça masque très bien. En classe, on ne voit pratiquement rien, sauf de temps en temps, il y en a un qui va ricaner parce que un autre a dit un truc, intelligent ou pas, d'ailleurs, c'est pas la question, mais on se moque de lui. Là, on peut intervenir, on peut dire non, tu fermes ta bouche, là, c'était peut-être une bêtise, non, même pas, parce qu'on a le droit de se tromper, on est là pour ça en classe, mais c'est la seule intervention, le truc le plus clair qu'on ait comme signe, en tout cas en lycée, et on n'est pas dehors à voir ce qui se passe, les profs. Je veux dire, on est désolé, on n'est pas H24, on va en salle des profs au bout de 4 heures prendre un café, et on ne voit pas ce qui se passe dans la cour. En revanche,
dans les trucs américains, c'est quand même super clair. Le début de Véronica Mars, la gamine, elle arrive, il y a un gamin tout nu accroché, scotché à un poteau. Ça, les adultes le voient. Et ils ne descendent pas sortir le gamin, c'est elle qui le fait. Dans Glee, ils passent leur temps à se prendre des granités dans la tronche, sous l'œil amusé des surveillants et de la coach de sport, qui instrumentalise ce harcèlement. Mais là, je pense que ça dénonce aussi le fait que des adultes participent à la création d'un bouc émissaire parmi les enfants. D'accord, mais là, ce que ça nous montre aussi, c'est une officialisation du bullisme comme une étape normale du développement en high school. Tu vas pas trouver un film en France où on va te dire c'est normal et bien d'attacher les gamins à poil sur un poteau. Ça, c'est quand même... Dans la guerre des boutons. Oui, mais c'est hors des yeux des adultes. Là, le prof, il a zéro idée de ce qui se passe dans son dos. Si, parce que en fait, souviens-toi que la guerre des boutons, c'est la réplication de la génération précédente. Mais il l'oublie. Il l'oublie. Oui, c'est Oui, ça. Il y a cette barrière et l'instit entre ne le sait le monde pas. adulte et le monde Il ne le sait pas ou ne veut pas le savoir. Non, en fait, l'instit, lui, il vient d'ailleurs, parce que c'est à l'époque, ils étaient nommés comme ils veulent. Par contre, les parents le savent. Et eux, ils refusent, ils oublient. C'est une histoire merveilleuse, la guerre des boutons, c'est génial. D'accord, donc dans le bouc émissaire, il y a nécessairement toujours des complices. Bon, il y a de ceux qui sont engagés de manière très directe avec le fait de malmener ce bouc émissaire, mais il y a aussi ce qu'il y a dans Homme Hélas, ceux qui restent, ils vont peut-être pas maltraiter l'enfant de manière directe, mais ils acceptent en fermant plus ou moins les yeux. Donc c'est un peu ce que je retiens là de vos échanges. Et donc ouais, vas-y. Et du coup, est-ce qu'ils étaient obligés de tuer le gamin dans Sa Majesté des Mouches ? Je sais pas, j'ai pas lu. Il te manque un grand bonheur dans la vie. Le film est déjà très bien. Et donc, je me dis peut-être pour essayer de mieux comprendre cette figure du bouc émissaire et surtout qu'est-ce qu'il produit sur le plan des imaginaires, si on devait là essayer de fabriquer la contre-figure du bouc émissaire, quelle serait la némésis du bouc émissaire, quel est l'inverse du bouc émissaire, est-ce que vous arriveriez à le décrire ou est-ce que vous avez une autre figure qui vous vient en tête qui serait un peu son concurrent ? C'est le socialisateur. C'est celui qui réunit le groupe, certes. Alors c'est celui qu'on appelle le tiers régulateur dans le vocabulaire anarchiste aussi. C'est celui qui arrive à réunir le groupe avec lui et à ne pas devenir le chef du groupe. Et à ne pas confondre avec le dominant socialisateur qui est justement dans une dynamique de pouvoir. Celui-là, il va créer un monde où forcément il va y avoir des dynamiques de pouvoir. Donc, à un moment donné, il va falloir se positionner pour ou contre quelqu'un, etc. Et hop, on y revient. Non, le problème, c'est la hiérarchie. D'ailleurs, Octavia Butler est en guerre directement contre le système hiérarchique humain. Elle dit que c'est notre grand péché, quelque part. Et on se retrouve... Il faut un personnage qui parvienne, comme dans Xénogenèse... Dans l'Aube, le premier tome de Xénogenèse. Ouais. Exactement. À être celui, plutôt celle, donc pour le coup, qui amène le changement, la survie, etc. Mais elle n'est pas celle qui prend la tête du groupe. Je suis d'accord, je pense que le problème vient de la hiérarchie. Et alors, de manière peut-être plus terre-à-terre, moins philosophique, c'est celui qui va voir et refuser de fermer les yeux, donc qui va se battre pour le bouc émissaire, en fait. Voilà, il va pas partir, il va pas rester et profiter du système, mais il va lutter contre. Et partir comme quinquinatus une fois qu'on a... Une fois qu'il n'y a plus de bouc émissaire. Voilà. Il ne va pas forcément se battre pour, mais avec.
Quand tu mentionnais Oui, tout pour à ne l'heure... plus qu'il y ait de hiérarchie, bien sûr. Oui, oui, voilà. Sinon, on tombe dans ce concept du sauveur, en fait. Exactement, et c'est pour ça notamment que mes boucs émissaires reprennent le contrôle eux-mêmes Retrouvent leur voilà, activité. pour qu'il n'y ait pas exactement. de sauveurs qui viennent et qui, du coup, dominent les autres à son tour. À cause de cet acte miraculeux, quelque part. Donc voilà, oui, c'est de se battre avec lui et lui laisser la place pour peut-être terminer le combat. En tout cas, qu'il soit présent tout du long, quoi. Qu'il retrouve lui-même, à la fois mentalement et physiquement, la force de pouvoir de déconstruire ce qu'il a face à lui. C'est tout le... Et même se déconstruire lui-même, parce qu'en général, du coup, les boucs émissaires sont le résultat de société Aussi. et eux-mêmes endossent ce rôle, et donc ils doivent en sortir. Peut-être une dernière question avant de donner le micro au public. Est-ce que, alors vous avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que les boucs émissaires sont passifs? Alors Bleuhen, les tiens, on a compris, non. Mais est-ce que vous diriez que les boucs émissaires sont passifs, ou est-ce qu'ils sont en lutte, en résistance, ou juste en souffrance? Dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, le rapport du bouc émissaire. Alors, j'ai pas envie de lui rajouter une couche à ce pauvre bouc émissaire, mais comment vous voyez la chose? D'un point de vue dominant, le bouc émissaire a toujours l'air passif. Il s'en prend plein la tête et ça durera tout le temps qu'il faudra. Quand on décentre cette vision-là, on peut très vite s'apercevoir qu'en réalité, la lutte, elle est déjà interne. Comme tu le dis, il faut déconstruire ça de la propre image de soi qu'on a, puisque on se construit toujours vis-à-vis des autres. Et si on intègre, si on avale seulement l'image que les autres donnent de nous, on perd cette force intérieure. Donc ce combat, il est déjà effectivement contre nous-mêmes, contre cette image, contre le refus de cette image-là, de cette définition apportée par les autres. Et à partir de là, peut s'organiser une résistance contre les entours, effectivement. Donc il y a toujours un combat. Et c'est ce qui nous empêche très souvent d'écrire des histoires de fiction panier. Parce que, et tout à l'heure, je cherchais sur mon téléphone, mais je cherchais un petit poème qui parlait de ça, justement, que j'avais repéré il y a quelques jours. Mais je ne l'ai pas retrouvé. De tête, les 2 premiers vers, c'est quelque chose... comme je ne peux pas écrire de poésie sur les chants des oiseaux de mon jardin, parce qu'il y a toujours un avion qui bombarde mon village. Et ça parle de ça, justement. On n'est pas passif face à un bombardement, on est déjà en lutte contre ce qui se passe là. Et ça nous porte à sortir, à retrouver une agentivité malgré ce système de domination. Merci. Donc Bleuhen, je sais que tu seras en dédicace demain à 16h, parce que la journée de dédicace d'aujourd'hui est terminée. Michael, j'ai pas eu l'occasion de te demander avant la table ronde, est-ce que tu as dédicace prévue demain? Demain, non. Samedi, oui, 3h, sur le stand d'ActuSF à l'entrée de la librairie. Et Jeanne? Je sais pas, j'ai pas regardé mon programme. Très bien. C'est demain. Super, demain, vous pourrez les retrouver. Je sais que j'ai une table ronde, c'est tout. Donc il doit bien C'est déjà pas mal. Il doit bien y avoir une séance à un moment, mais je vais pas regarder. Au C'est pire, demain. On pourra te poser la question en te croisant dans les parages. Et donc maintenant, on peut peut-être passer la parole à la salle. Si vous avez des questions pour nos intervenantes et intervenants. Donc oui, on voit des mains déjà se lever. Bonjour, merci. Enfin bonsoir peut-être. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. Moi, ce que je me suis demandé, c'est que la notion de bouc émissaire telle que vous l'avez abordée là, c'est appliqué à des gens qui sont, des populations, des communautés qui sont vraiment
agressés, torturés, mis à bas, à mal dans la société, etc. Comment la science-fiction peut nous aider à à gérer les gens qui se pensent être des boucs émissaires mais qui n'en sont pas. Typiquement, moi je suis sage-femme, ça m'arrive en consultation de devoir gérer des situations de violence conjugale avec une patiente et son conjoint, et où en fait le mec va très rapidement prendre la position de mais non mais moi là vous me victimisez, vous êtes ligués contre moi et tout, alors que en fait non, tu vas très bien, enfin ça va bien se passer quoi. Et c'est des discours que j'ai l'impression de pas trop percevoir en SF, de savoir comment on gère ces personnes-là et comment on leur fait comprendre que leur position elle est toujours bien, quoi. Excuse-moi de t'interrompre, mais en fait, tu es en train de nous parler d'un dominant en pleine inversion de culpabilité. Ouais, complètement. Et tu voudrais que... Alors, je dirais 1984, la novlangue, voilà, déjà, c'est un bon... Margaret Atwood, Nolite Tebart Stardes Carborundum. Non, mais ce que je veux dire, c'est rien, c'est le faux latin dans la Servante écarlate. En fait, c'est le discours, c'est la bataille contre le discours dont tu me parles là. Et là, tu en as partout dans la SF, en fait. Mais c'est pas uniquement sur le sujet du bouc émissaire, en fait. Ça, c'est comment le dominant prend le pouvoir. Est-ce que j'ai répondu à ta question, là ? Je suis pas sûre. Je suis fatiguée, là. Je suis partie un peu dans tous les sens. Il n'y a pas de souci. Oui, en partie, mais je sais pas, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une partie des gens, et c'est pas que dans mes consultes, mais aussi dans la politique de façon générale, dans l'inversion de la culpabilité, il y a une façon de dire mais en fait c'est moi que vous êtes en train, enfin c'est notre groupe de personnes qui en fait sont des dominants, que vous êtes en train de rendre des boucs émissaires, alors que c'est pas vrai, quoi. Mais je pense que ça peut passer aussi par écrire de leur point de vue. C'est un peu ce que je fais dans Conjuration, parce que du coup l'héroïne est otage. Donc elle se pense bouc émissaire, mais en fait, petit à petit, on se rend compte dans le roman qu'elle ne l'est pas tellement, et qu'elle prend cette identité pour se permettre des choses qu'elle ne se permettrait pas si elle l'assumait, qu'elle n'était pas vraiment un bouc émissaire. Et donc voilà, moi en fait, je déconstruis son discours petit à petit, ces 2 tomes, petit à petit, pour qu'à la fin, en fait, elle-même s'est déconstruite petit à petit. Et donc en fait, à la fin, elle abandonne et cette image de bouc émissaire et... alors, bon, je ne vais pas trop en dire, mais voilà. Donc en fait, c'est vraiment la déconstruction d'un point de vue interne. Est-ce que ça va fonctionner ? Je ne sais pas. C'est toujours le public qui décide comment c'est reçu. Mais voilà, en tout cas, je pense que voilà, passer par leur point de vue pour qu'ils se pensent bouc émissaire comme les personnages et qu'au final, ils se rendent compte que non. Alors qu'Humbert, dans le Lolita, il s'en rend jamais compte. Oui, mais il meurt con. Oui. Non, le problème, c'est pas ça. Aussi le tuer, oui. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est 40 ans de malentendus malgré les protestations de l'écrivain qui a expliqué mais non, mais c'est la tête d'un salopard, là. Il va falloir que vous compreniez que la victime, c'est la petite. C'est pas lui. Et là, on est typiquement dans ce que tu disais tout à l'heure. C'est le type qui se présente comme victime d'une gamine de 9 ans, 10 ans, que quand même il viole. C'est elle qui m'a tout fait. C'est elle la garce. Et depuis 40 ans, quand on parle d'une gamine perverse, c'est une Lolita. Merde. Là, elle est réussie, l'inversion de culpabilité. Mais Nabokov, il ne voulait pas faire ça. Et ça montre bien ce voile qui existe entre les dominants et les personnes subalternes. Ce voile d'aveuglement, en fait, c'est que ça fait 40 ans qu'on dit que c'est l'inverse, et ça fait 40 ans que personne n'arrive à lire vraiment ce qui est écrit, quoi. Je ne sais pas si les personnes que tu voudrais qu'elles acceptent le fait qu'elles ne sont pas de véritables boucs émissaires. Je ne sais pas si ces personnes-là savent vraiment lire. Et est-ce qu'elles lisent de l'ASF en plus ? Voilà, aussi. Si elles lisent les bonnes choses, je ne sais pas. Et si elles les lisent pas de travers. Ça fait trop de facteurs. C'est peine perdue. Tu vois, ça me rappelle quand un lecteur m'a dit « Non, mais vous êtes à gauche, mais jamais plus je vous lirai. » Mais pourquoi tu m'as lu d'abord ?
Mais qu'est-ce que tu as loupé dans tout ce que j'ai écrit pour arriver là, les lecteurs du Front National, à me dire que tu es trop déçu que je sois une sale gauchiste. J'arrive pas à comprendre. Franchement, faut vraiment pas vouloir là. Il y a quand même des indices probants. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, bonjour. Ici. Ah oui. Je me demandais, par rapport à la discussion qu'on vous avez eue sur le bouc émissaire, si finalement le bouc émissaire, c'était pas ceux qui partent d'Omélas. Parce que finalement, dans la nouvelle, que j'ai écouté la conférence de ce matin qui a introduit le parcours, finalement, les habitants qui restent, ils font rien, ils continuent à s'amuser, etc. L'enfant, qui vit quand même très très vieux, lui, il bouge pas non plus. En fait, il reste dans sa situation et il n'y a rien qui bouge pour lui non plus. Mais finalement, est-ce que les boucs émissaires, ceux qui se sacrifient, c'est pas ceux qui partent? Et est-ce que c'est pas eux, finalement, qu'il faut plaindre et qui sont finalement les vrais boucs émissaires de l'histoire? Je l'ai pas lu de la même manière. J'ai pas l'impression, parce que justement, j'ai plutôt eu l'impression qu'Ursula mettait dans les mains de ceux qui partent et dans les mains du narrateur ou de la narratrice. Je ne sais plus si c'est je crois que c'est une narratrice, non? C'est même peut-être pas dit. Ouais, parce que la narratrice est partie aussi. Elle fait partie. Elle utilise le nous quand elle parle de ceux qui sont partis. Je pense qu'elle leur place plus dans les mains une espèce d'espoir. Ils cherchent un autre espoir ailleurs, peut-être d'oublier ce qu'elles ont vu, peut-être alors voilà, jamais de rentrer en justice en fait dans cette recherche de justice, mais voilà, ils partent parce qu'ils ne peuvent plus faire face à ce vrai bouc émissaire. Je pense pas qu'elles se considèrent ces personnes-là comme d'autres boucs émissaires. Et puis la question, je pense, c'est aussi du choix. Est-ce qu'on peut choisir d'être bouc émissaire? Parce que ceux qui partent choisissent de partir. Ouais. C'est un choix qu'ils font. Et est-ce que des boucs émissaires auraient ce choix-là? Est-ce qu'on laisserait le choix d'être ou non bouc émissaire? Ça serait, alors ça, on pourrait repartir pour une heure complète. En même temps, pour rebondir sur le truc, en fait, en partant, ils autorisent le truc. Oui, c'est ça, mais ils restent derrière le voile, ils refusent d'aider, d'être complices, alliés. Et du coup, effectivement, ils sont effectivement sacrifiés, d'une certaine façon, à la survie de la société. C'est un beau sacrifice. Hein. Ça va bien, hein, c'est confort. Mais, moi, je vais ailleurs, je change de pièce. Oui. Non, je me sens mal là. Oui. Ouais, c'est ça, oui. Tu vois? C'est pas la même mesure, quoi. Non, c'est la question de la mesure. Non. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui restent à Omélas. C'est ceux-là qui me font un peu peur aussi. Oui. Il y avait d'autres demandes de parole. Oui, et là aussi, oui. Oui, bonsoir. Je me posais la question si le bouc émissaire n'était pas une représentation nécessaire de l'injustice pour nous montrer comment la réparer d'une certaine manière. Et ensuite, en pensant un peu plus à ça, j'ai essayé de m'imaginer une société sans bouc émissaire, sans injustice apparente, mais les seuls exemples qui me venaient à l'esprit, c'était des sociétés complètement injustes. Parce que le faible, le bouc émissaire, avait disparu. Donc est-ce que le bouc émissaire n'est pas une représentation de l'injustice pour nous montrer qu'il y a toujours un espoir, en quelque sorte? Alors, les prémices de la chose, là, je ne suis pas sûre de saisir, j'avoue. Une société sans bouc émissaire, tu pars du principe que le faible a disparu, c'est ça? Et que donc on l'a éliminé avant. Et il reste que les supérieurs, que les dominants. Voilà, le premier exemple qui me venait à l'esprit, c'était une société. Moi, non, mais... C'était une société à la Spartiate, en fait, où il y avait que des soldats, que les forts qui restaient, et qu'en fait la figure du bouc émissaire, c'était une figure qui s'était imposée pour nous montrer, non, il y a un faible. Il y a quelqu'un dont il faut s'occuper.
et que la figure du bouc émissaire avait émergé en même temps que la notion de justice sociale, et qu'avant, cette figure, c'était la loi du plus fort. Alors, c'est toujours la loi du plus fort. Et si on va par là, on est dans le meilleur des mondes, en fait. Le meilleur des mondes, il n'y a pas de faible. Oui. Mais on est dans une dystopie. Oui, Et, et dans le texte d'Ursula, il n'y a pas cette notion de justice. Il n'y a pas, du coup, cette notion d'injustice. Le gamin se fait torturer et les gens vont boire, faire la fête, se droguer pour oublier ce qu'ils ont vu, en fait, tout le reste de leur vie. Ils sont dans une fuite totale de ce qui se passe dans les fondations d'Omélas. Si tu veux une société sans bouc émissaire, tu peux lire par exemple, tu l'as cité tout à l'heure, Becky Chambers, où même si le personnage principal a l'air faible au début, où il a un petit instant de faiblesse, ce personnage, finalement, personne ne vient lui mettre des bâtons dans les roues. Il monte sa carriole et puis il s'en va. Et tout le monde dit « Oui, vas-y. Tu fais un burn-out ?» Non, mais pas de souci, on comprend tout à fait. Donc là, pour le coup, dans Psaume des recyclés sauvages, tu vas avoir l'exemple d'une société sans bouc émissaire, où tout le monde prend le thé. Mais tout le monde a des faiblesses. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier dans les fictions paniers. Tout n'est pas rose. On a le droit. L'être humain a une relation à la tristesse, au deuil, à la dépression. Ça ne fait pas de nous des faibles. C'est être normal. Et une société qui accepte de traiter ces moments-là par du thé, c'est une société normale aussi. C'est aussi une utopie. Pardon. Oui, pardon, j'ai terminé. Non. Si, j'ai terminé. Alors, d'accord. Pour revenir sur Becky Chambers, dans l'espace d'un an, c'est encore plus clair. Ouais. Parce que le personnage qu'on suit, le personnage vraiment point de vue, la comptable, elle a un péché originel. Elle arrive avec son péché originel, son mensonge. Je ne me rappelle plus très bien ce que c'est. Mais normalement, une histoire de bouc émissaire devrait nous amener à une révélation qui lui fait perdre l'amitié qu'elle a obtenue en travaillant avec tous ses collègues dans son vaisseau, qui part pendant un an pour arriver à un rendez-vous. Et non, c'est pas ça, le récit. D'accord, elle se trimballe avec sa culpabilité de mentir, mais ça se tasse tranquillement devant le collectif qui l'accueille, avec des hauts, des bas, les ratages du cuisinier, enfin, il n'y a pas assez de trombone, enfin, j'exagère, hein, mais je suis en train de penser comptabilité, il n'y a pas assez de trombone. Donc voilà, il y a une vie quotidienne qui a une tension, parce que le personnage en a une personnelle, mais cette tension-là ne fait pas celle du récit. Et c'est ça qui est super chouette et qui est très reposant dans Becky Chambers, c'est que le conflit, il existe, puisqu'il y a quand même des dominants qui cherchent à se battre là-bas au fin fond de l'espace, mais dans le vaisseau, le collectif est orienté vers le bien-être de chacun dans le collectif. Et alors ça m'amène à ma grosse angoisse personnelle, qui est que j'arrive très très bien à imaginer des sociétés idéales collectives, mais toujours étroites, petites. Dès qu'on dépasse le village, c'est mort, j'y arrive plus. Je suis désolée, ma rationalité me dit non, il y a forcément un salopard là-dedans. Ouais, parce que pour que chacun se connaisse, ça rend aussi plus difficile l'émergence d'un bouc émissaire si on connaît personnellement chaque personne. Alors, il y a suffisamment de villages qui sont tombés sur la tête d'une sorcière, mais voilà. Et là, du coup, Jeanne, tu peux peut-être te rapprocher de ce que fait l'architecte Sename Kofi Abogdino, qui est basé au Bénin, qui travaille sur l'urbanité galopante qu'il y a sur le golfe du Lion là-bas, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et qui va en fait théoriser une ville qui serait constituée non pas de grands quartiers et
dans une identité de ville, mais en réalité dans une multiplicité de petits villages, de petits quartiers qui chacun ont des pouvoirs décisionnaires sur ce qu'ils font in situ, pour qu'il y ait à la fois une économie durable, une écologie de l'habité qui soit aussi durable, et du coup des micro-sociétés, comme tu aimes bien, qui tendent vers l'utopie. Je te filerai le nom du gars. Mais je crois que c'est... Mais redonne-le-moi, oui. Ouais, j'ai fait une interview de lui, je vais t'envoyer ça, c'est génial. Et donc malheureusement on arrive au bout du temps imparti. Je sais qu'il y a des frustrations parce que j'ai vu des mains se lever. N'hésitez pas à venir nous parler en off. Et merci à nos intervenants, intervenantes, au public. Merci à vous. Merci.